Bonjour à tous et bienvenue sur Mandara TV, avec aujourd'hui une nouvelle émission consacrée à l'art, plus précisément à la peinture. Ensemble, nous allons parler de la peinture occidentale avec Hugo Déracol, un jeune peintre français, mais aussi de la peinture chinoise avec Xiao Qing, une femme peintre chinoise qui pratique la peinture à l'encre de Chine. Avec nous également Thierry Liu, commissaire d'exposition à la galerie Francis Barlier. Vous l'aurez compris, son travail est de faire découvrir les artistes peintres. Mais avant de commencer l'émission, avis aux amateurs et collectionneurs d'art, la galerie Francis Barlier propose aux téléspectateurs de Mandarin TV une réduction de 20% sur l'achat d'une œuvre d'art. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: art@mandarintv.fr. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Je me tourne d'abord vers Hugo Déracol. Vous êtes passionné par la peinture depuis tout petit, mais vous avez choisi de faire des études d'architecture. Pourquoi ? Tout à fait, effectivement, j'ai commencé la peinture quand j'avais 6 ans, j'étais donc tout jeune. Et ce goût pour la peinture, j'ai pu le développer pendant 12 années en étant inscrit dans un atelier d'art professionnel à La Rochelle. L'atelier d'art Joussaume qui m'a beaucoup enseigné l'art pendant ces 12 années. Et lorsqu'il est arrivé le temps de partir en études supérieures, c'est posé la question à moi de savoir si j'allais partir en école de beaux-arts ou bien sur une voie un peu différente. Et très vite, j'ai eu envie de découvrir un nouveau domaine, l'architecture, car ce domaine-là me permettait d'explorer certains éléments que je travaillais déjà dans la peinture, mais de découvrir une nouvelle fois pour les mettre en pratique. Alors bien entendu, tous ces éléments-là dont on parle, c'est la lumière, c'est la matière, c'est l'espace, c'est la circulation du vide dans ces espaces-là. Et j'avais envie d'élargir ma palette, pour le coup, et de découvrir un petit peu la manière de traiter ces éléments-là dans un nouveau domaine artistique. Alors, quels sont les points communs entre la peinture et l'architecture alors ? Alors effectivement, il y en a plusieurs et c'est ça qui est passionnant justement pour l'artiste et l'architecte que je suis. Il y a ce que je vous disais, la notion d'espace premièrement, puisqu'effectivement l'espace architectural c'est un espace qui se développe en 3 dimensions, alors que l'espace pictural bien souvent reste dans le plan de la toile en 2 dimensions. Il y a donc un nouveau rapport à cette notion-là qu'il est intéressant de travailler. La notion de lumière, puisque l'architecture, c'est bien évidemment faire rentrer de la lumière dans un espace, dans un bâtiment. Et toute peinture est également un travail de la lumière. C'est ce qui en constitue un des éléments, je dirais, fondamentaux également. Il y a aussi, bien entendu, la question de la matière, puisque l'architecture, c'est une matérialité. On emploie des matériaux, on choisit de les mettre en œuvre. Et la peinture, elle aussi, c'est un choix de matériaux, de matières, d'assemblage d'éléments picturaux qui permettent d'avoir un travail assez similaire sur ces questions-là. Et puis enfin, 4e élément essentiel aussi, c'est bien entendu la couleur, puisque la peinture, avant tout, bien évidemment, quand on parle de peinture, on pense tout de suite à la couleur. Et l'architecture, c'est aussi un élément qui entre dans la composition des bâtiments. Vous êtes essentiellement peintre. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, même si je poursuis mon métier d'architecte en parallèle, la peinture est en train de prendre, je dirais, une place de plus en plus importante dans ma carrière professionnelle. Dans ma vie, ça fait bien longtemps qu'elle est là, mais dans ma carrière professionnelle, ça prend effectivement de l'importance. C'est vrai que j'ai toujours plaisir à pouvoir concilier les deux, puisque comme je vous l'expliquais, cette passion commune que j'ai pour les 2 arts m'amène aujourd'hui à pouvoir, je dirais, travailler sur les 2 champs, mais la peinture est effectivement et reste pour moi de toute façon mon premier amour, je dirais, sur le plan artistique. Alors, je me tourne maintenant vers la femme peintre chinoise Xiao Qing. Vous avez fait des études à l'Académie centrale des beaux-arts de Chine. Pourquoi avez-vous choisi d'étudier la peinture chinoise alors ? 因为为什么在中央美院当时选择学中国画呢？因为我从小就喜欢画，就是画一些水墨画，从小就喜欢，会写一些毛笔字啊那些，然后呢就是很有兴趣，有机会去就是中央美院进修。然后呢，就碰到很多非常优秀的老师，
比如说就是赵灵安，就是那个国画系的教授，他呢他是画花鸟画的，还有就是有很多其他的，比如说李行杰那山水画的，在就是还有在中央美院能够接触到很多的，就是其他的优秀的，他们跟我们讲那个艺术，什么审美。Je me passionnais de la peinture à l'eau, à l'encre dès très jeune âge et je me plaisais à le faire jusqu'à ce jour où j'ai eu l'occasion d'aller étudier à l'Académie centrale de Beaux-Arts de Chine et j'ai pu à ce moment-là découvrir de grands maîtres de la peinture chinoise et j'étais ravi de me plonger dans ce monde et de suivre leur enseignement. Et pourquoi avez-vous choisi de venir en France alors? 那为什么要来法国呢？就是因为是结婚来的，因为就是我的老师的原因，我的老师到法国来就是考察学习，然后他呢就是认识了我的先生。因为他不会法语嘛，我的先生特别喜欢绘画，他不会，但是他非常的喜欢艺术，然后呢，就是他给我们介绍认识了的，我的老师认为我应该到法国来，这个艺术之都来就是见识一下，开开眼界，对我的绘画是有好处，而且他发觉就是叶晨，我先生叶晨，他也是非常的喜欢绘画，这样比较有共同的语言，也给我提供这样一个机会，所以我们就交往了一段时间，就决定了，然后我就到这里了，结婚到这里来了。Je suis venu en France par un choix de mon maître. Lors d'une mission en France, il a rencontré mon mari qui s'appelle Ye Cheng, qui est passionné de la peinture chinoise. Et mon maître, à ce moment-là, me l'a proposé et j'ai découvert sa passion pour la peinture et le maître me disait également qu'il fallait que je vienne en France pour approfondir ma recherche dans la peinture. Et Ye Cheng m'a plu, donc je suis venu l'épouser. 我还可以讲一下吗？有一个很有意思的，就是很值得讲一下的，就是这个赵灵安老师。当时我去中央美院进修的时候，要寄那个作品去，然后就是才可以，就是经过选拔，就才可以进赵颖。对，进去他要就是看你的水平够不够，然后就是到了寄作品的时候，我就请问了赵灵安先生那个就是中央美院的地址，要就是申请报名下一年的进修，结果我叫他给我写地址，他帮我写了，然后到就是开学的时候发通知的时候，应该是没问题的，我也可以去进修的。然后结果中央美院的国画系把我的地址写错了，就发不出来。然后就赵老师刚好他去国画系就是看见，然后就马上又重新写了地址，才给我发过来。所以就是这是我才有。他的名字叫赵颖。赵灵安。赵灵。Donc c'était pour aller étudier à l'école centrale de Beaux-Arts de Chine. C'était grâce à professeur Zhao Ying, son maître. Zhao Ying'an. Zhao Ling'an. Zhao Ling'an. Oui. Donc ce maître lui a donné l'adresse, enfin a donné son adresse à l'école centrale de Beaux-Arts, alors qu'au dernier moment l'école s'est trompée. Mal écrit, et donc elle n'a pas reçu la lettre d'admission, et que le professeur Zhao Ling'an, quand il a vu la lettre en allant à l'école et
c'est comme ça qu'il a su qu'il a été admis à l'école centrale des beaux-arts de Chine. Oui, quelle chance. Oui， C'est vrai. 对， Oui. 所以就是我能够在中央美院进修，这是给我人生的一道转折。我在那里能够亲眼看到大师，比如说李可染先生的那些绘画，这个是很有幸的。 C'était une énorme chance. Oui. C'est ce moment-là qui a été un moment tournant dans ma vie. Oui. C'était l'occasion qui m'a permis de voir les grands maîtres et de suivre Oui. leur éducation. 在那里学到了很多技法啊，还有怎么样提高自己的鉴赏能力啊，还有老师也整天跟我们讲，应该要技法是不是很重要的，能够学到，就是只要花时间可以学到，可是最重要的是要提高我们的鉴赏力，要善于发现美，以后的路靠自己走。Non seulement j'y ai appris beaucoup de techniques de ces différents maîtres, mais aussi et surtout l'œil à apprécier l'art et de trouver son chemin personnel. Parce que sans ce regard sur l'art, on ne peut pas aller loin, même avec les meilleures techniques. Alors maintenant, je me tourne vers Hugo Deracol. Il paraît que vous avez eu l'opportunité de rencontrer Zhao Zi, le très célèbre peintre chinois naturalisé français. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette rencontre? Oui, bien sûr. Cette rencontre a eu lieu en 2006. À l'époque, j'avais 18 ans, j'étais donc tout jeune. Très jeune. Je finissais mon apprentissage justement artistique et j'avais découvert 2 ou 3 ans auparavant son travail dans un livre d'art. Et la découverte de cette peinture, qui n'était pourtant que des reproductions, avait suscité chez moi une adoration immédiate. Ça a été véritablement, et ça reste encore aujourd'hui, mon premier et plus intense coup de cœur artistique. Et très jeune, à ce moment-là, je me suis dit, cet artiste-là, il n'est pas question que je ne le rencontre pas. Je savais qu'il était déjà âgé. Et je m'étais dit... il avait quel âge à l'époque? Eh bien, en 2006, il avait 86 ans. 86 ans. Effectivement, déjà. c'était déjà un très grand âge. Et je m'étais dit, il faut absolument que je le rencontre. J'avais eu l'opportunité d'aller voir une de ses expositions à Biarritz. Et à ce moment-là, je lui avais écrit un courrier, lui expliquant mon admiration, lui mettant quelques photos de mon travail. Et j'ai eu la chance, quelques mois plus tard, que son assistant me recontacte pour me proposer de le rencontrer dans son atelier à Paris. Alors je ne vous cache pas que ça a été une grande surprise et une grande confiance également aussi que de m'accorder ce temps. Et ces 2 heures d'échange que l'on a eu dans cet atelier. 2 heures 2 heures d'échange. Consacré 2 heures. Oui, 2 heures. Et en fait, lui, il avait son atelier à Paris. Exactement. Et il vous a proposé d'aller le rencontrer dans son atelier. Tout à fait. Oui, alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors c'est vrai que sur ces 2 heures qu'on a passées ensemble dans cet atelier, qui est voilà, en plus baigné de lumière, donc qui est un lieu assez magique, cet homme qui est en plus d'une grande simplicité, d'une grande humilité, m'a tout simplement parlé de sa vie, de sa peinture, de son apprentissage en Chine. Et puis tout naturellement, on en est venu à s'approcher de ses dernières œuvres. Et puis il m'a expliqué la peinture, comment est-ce qu'il concevait les choses, comment est-ce qu'il peignait, quelles étaient ses considérations. Alors ça, c'est trop compliqué. Disons qu'effectivement, c'est pas un cours de technique qu'il m'a donné, mais il m'a donné, je dirais plus, un cours de philosophie de la peinture et de conception. Et c'est vrai que ce genre de choses-là, ce qu'il m'a appris, c'est pas quelque chose que l'on digère en une fois, mais qui se digère, je dirais, sur des mois, sur des années. Et très souvent, je repense encore à cette rencontre-là, à des éléments, des sensations aussi que j'ai eues, puisque c'est vrai que ce sont des moments tellement riches et intenses que les émotions captent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je réinvestis encore certains de ces éléments et de ces enseignements qu'il m'a donnés et qui continuent à me nourrir. Et c'est vrai que cette rencontre a définitivement, je dirais, un peu scellé mon destin artistique et m'a en tout cas confirmé dans l'orientation picturale que j'avais prise. On va y revenir tout à l'heure. Alors, je me tourne maintenant vers Madame Xiaoqing. Vous qui vivez en France depuis pas mal d'années, quels sont selon vous les points communs entre la peinture chinoise et la peinture occidentale? 你在法国生活了这么多年，在您看来，这个西方画和中国画之间有一些什么样的共通之处呢？我觉得，
中国画、中国艺术和西方的艺术有它的共同之处，都是就是表现自我，寻找内心自己的感受，把自己最熟悉的、最感动的事情，看到的事物或者理解的，对大自然、对这个就是社会各方面的理解，然后把我们内心所想的表现出来，这是共同的。Le point commun entre la peinture occidentale et chinoise, c'est une expression de soi. On est toujours à la recherche en profondeur de soi, les émois, les frissons, et ensuite de les exprimer par le pinceau. Alors moi j'ai une conception très superficielle de la peinture. 我对绘画有一个很浅薄的认识。Parce que pour moi, globalement, la peinture chinoise est surtout une peinture figurative. Du moins on va dire, jusqu'aux années 80, 90. Je ne connais pas trop les courants actuels. Eh bien, l'art occidental, notamment la peinture occidentale, est plutôt un art, on va dire, qui abstrait. Est aux antipodes, voilà, plutôt c'est de l'art abstrait. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut exprimer, bien exprimer ses sensations par l'art abstrait? 在我看来，中国画至少到80、90年代的时候，都是以具象为特征，而西方画，更多的是朝着抽象的方向发展。那么，我们在想，您刚才所说的这种表达，通过抽象的方式能表达出来吗？我认为能。抽象画不是的，就是随便在乱画，或者画了别人看不懂，就是好的抽象画。其实真正的抽象画是，它也是通过我们的画面的点线面，来表达，就是从那个线那种面来表达他内心的感受，把有些很内心的感受，各种精神用线的那些很挺拔的、很直的、很就是柔软的，就是在一幅画面里边把它就是很协调的给它融洽的安排，就是比如说它的就是构图、它的几何形状，也可以表达我们内心的感受。Pour moi, l'abstraction, ça n'est pas l'équivalent de grabouillage. L'abstraction, c'est également la maîtrise d'un espace dans lequel on va disposer les points, les lignes, les formes de façon harmonieuse et de façon à exprimer ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. 还有中国画其实也是一直追求的还是比较意象的，也是比较抽象的。比如说我们的书法也是抽象的，但是不够，就是所以这一点我们要向西方的艺术学习。我就是在这方面就是以中国的水墨为基础，因为我们的水墨是非常好的、非常优秀的传统。我觉得，它的浓淡变化很微妙。很有韵味，但是就是有些抽象都不够，就是我觉得画到一定的时候，还是要往抽象方面发展，因为那个充分可以把我们的心表达出来。J'ajouterais que la peinture chinoise n'a pas toujours été figuratif. Il y a un aspect abstrait, même avec la calligraphie ou de façon calligraphique, a toujours existé dans la peinture chinoise. Mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire que c'est là qu'on a beaucoup à apprendre de la peinture abstraite moderne en Occident. Alors maintenant, je me tourne vers Hugo. On va revenir sur votre rencontre avec le grand maître Zhao Wuji. Vous avez eu 2 heures d'entretien avec lui. Il vous a certainement beaucoup marqué. En quoi est-ce que son art vous a influencé?
C'est vrai que cette rencontre-là a été assez marquante et j'en garde encore aujourd'hui, je dirais, des émotions et des principes artistiques encore vivaces dans mon travail. Ce qui m'a beaucoup marqué dans son œuvre et également dans ce qu'il m'a appris, je dirais, dans cette rencontre-là, c'est l'appréhension de l'espace. Le travail de synthèse qu'il est parvenu à faire entre l'esthétique chinoise et toute la formation qu'il a reçue à l'École des Beaux-Arts en Chine et la peinture à l'huile occidentale est une manière qui a totalement renouvelé, je dirais, un pan de l'abstraction dans la peinture moderne et contemporaine. Et ce rapport à l'espace-là, c'est quelque chose que moi j'ai découvert grâce à lui, c'est-à-dire le vide. Et ça, évidemment, bien entendu, l'histoire de la peinture chinoise est empreinte de cette présence du vide-là. Et ce rapport à l'espace, je dirais, c'est-à-dire que, à savoir justement jouer entre des zones qui sont beaucoup plus animées, beaucoup plus denses, beaucoup plus énergiques, et des zones, je dirais, beaucoup plus calmes, où la respiration est là, où le souffle est là, et ça c'est évidemment un élément aussi qui, moi, m'intéresse beaucoup, je dirais, dans la peinture. Et que vous utilisez, hein, exactement, exactement. Et c'est grâce à lui, on va dire. C'est en partie grâce à lui, oui. Disons que c'est le premier artiste qui m'a orienté sur cette voie-là. Après mes recherches artistiques, la découverte également d'autres peintres de ce mouvement-là m'ont poussé vraiment dans cette direction. Ouais. Mais cette influence-là, vous la qualifiez de française ou chinoise? Puisque lui, il est à la fois français et c'était un peintre français. C'est un peintre franco-chinois. Tout à fait. Je pense que l'influence n'a pas vraiment de nationalité. On n'est plus, elle n'est ni française ni chinoise, mais en même temps les deux à la fois. Je pense c'est une influence qui est picturale pour moi. Elle n'a effectivement pas de nationalité. Donc c'est une influence qui est sans frontières. Hein. Bien sûr, c'est une influence esthétique, c'est une influence philosophique aussi, de conception de la peinture et également d'appréhension de l'espace. Et c'est vraiment sur ces notions-là que j'ai tiré quelque chose de son travail notamment. Et quelles sont les caractéristiques de votre peinture? Alors, je suis un artiste qui, depuis quelques années, se passionne pour tout ce qui est, je dirais, immatériel dans la nature. Oui, c'est-à-dire tout ce qui est, d'une certaine manière, invisible ou imperceptible. Ça veut dire l'air, ça veut dire l'espace, ça veut dire la lumière, le souffle, les énergies. Et conceptuellement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que ces éléments-là fonctionnent, interagissent dans la nature, comment est-ce que le souffle, et là j'en reviens encore à la peinture chinoise, met en mouvement tous ces éléments-là pour structurer la nature finalement. Et mon travail a vraiment pour objectif, je dirais, de rendre visible et perceptible tous ces éléments-là un peu immatériels de la nature. Donc, rendre visible ce qui est invisible. Est-ce qu'on peut résumer de cette façon-là le concept de votre art pictural? Tout à fait, effectivement. Alors, la notion effectivement de nature m'intéresse plus que la notion de paysage, car pour moi, elle recèle déjà d'éléments beaucoup plus abstraits dans sa conception. Et effectivement, rendre visible ce qui ne l'est pas dans la nature, mais ce que l'on sent par la présence, c'est véritablement ce qui m'intéresse dans ce cas-là, ça va être très subjectif. Évidemment, et la peinture abstraite a une très très forte part de subjectivité. Si l'on regarde également toute l'histoire de cette peinture abstraite depuis sa création, ma peinture effectivement a une part d'intime, hein, je crois, comme dans tout travail. Mais ce qui m'intéresse, ce ne sont pas tellement d'exprimer mes forces ou mes émotions intérieures d'artiste, mais beaucoup plus les forces intérieures qui animent la nature. Même si c'est évidemment avec une transcription et un langage pictural très personnel que je le fais. Alors, si je ne me trompe pas, tout à l'heure vous disiez qu'il y avait une différence entre la nature et le paysage. Alors, quelle différence faites-vous entre la nature et le paysage? Selon moi, la nature recèle de quelque chose de beaucoup plus vaste et englobe les concepts dont je vous parlais tout à l'heure, indescriptibles, imperceptibles, hein, de l'air, de la lumière, tout ça c'est la nature. Voilà, alors que le paysage, effectivement. Le paysage implique une notion de représentation ou de figuration plus propre à mon sens, beaucoup plus descriptible et narrative.
Et cette frontière-là entre les deux, alors qui est effectivement très infime, hein, puisque le paysage fait partie intégrante de la nature, permet justement d'avoir un dialogue entre les deux. Alors, je me tourne maintenant vers Madame Xiaoqing parce que la plupart de vos tableaux ont pour thème le paysage, ou plutôt la nature. Alors, c'est à vous de me dire si c'est le paysage ou la nature. 那么刚才雨果他讲了这个自然与风景之间的区别，认为自然比风景包含的内容更加广阔。那么您的画呢，大多数都是风景画哈。那么在您看来，风景和自然之间有什么样的区别？风景和大自然，在我看来没有什么区别。C'est très intéressant parce que pour Hugo, c'est différent. La nature, c'est une notion beaucoup plus vaste. Ça englobe le paysage parce que dans la nature, on trouve l'air. Ouais. C'est peut-être une différence culturelle parce que Hugo est un peu à l'extérieur de la culture chinoise, alors que Madame Xiaoqing est plein dedans. Quand il a parlé de cette différence avec les souffles, le vide, tout ça c'est des concepts de la peinture chinoise. Dans le paysage chinois, ça c'est des parties intégrantes. Et on ne fait même pas la distinction. Ouais, alors que quand Hugo parlait de paysage, c'est le paysage occidental qui est plus dans la représentation, dans le... Tout à fait. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est lié. Ces deux concepts-là sont effectivement très pertinents parce qu'on voit qu'avec deux cultures différentes, eh bien, ces choses-là, on ne les interprète pas de la même manière, on ne les a pas intégrées de la même manière, et picturalement, elles n'ont pas le même sens. C'est ça, c'est ça. 就是我认为不同的是自然的风景和我所画的风景是不同的，因为大自然的风景是美好的，可是对我来说，当我要画的时候，我是有取舍的，我不是照着那个风景画下来的。我写生，我收集材料，我可以照着风景画，但是当我要创作的时候，我画的是我心里想的风景，是我自己的梦中的风景。J'ajouterais que le paysage que je peins, ce n'est pas le paysage de la nature. Quand je fais des études dans la nature et quand je fais des croquis pour enregistrer la nature, après, quand je commence à créer mon œuvre, le paysage, c'est le paysage qui est au sein de moi, qui est une sorte de rêverie au sein de moi. 我们有很多的取舍，我喜欢的，我可以把这一头的风景，我喜欢的，我把它吸收进来，就是记忆在我的脑海里。那边的哪一个好的，我一个吸收进来。当我画的时候，我没有想到我要画哪里的风景，我没有想，我是把它融汇在我的脑海里了。Je fais le tri quand je fais des études dans la nature. Quand je commence à peindre, je ne pense même pas à quel paysage je vais peindre. Mais ça, c'est un tri qui est fait intérieurement et je produis ce qui est le résultat du tri au sein de moi. Dans ce cas-là, votre peinture, elle est plus figurative ou abstraite, ou les deux à la fois? 听懂了没？那您的画的到底是具象的，还是抽象的，还是既具象又抽象的？是偏向于抽象，但是在里边呢也可以看到一些具象的东西，但是已经和实际当中的风景和花啊、石头是有很大的距离的，因为是经过我提炼出来的了。Je dirais que je tends vers l'abstraction. Dans ma peinture, il y a du paysage, mais ce n'est pas le paysage qui est naturel, le paysage de la nature, mais c'est le paysage tel que je le ressens. Alors Hugo, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voyager en Chine?
Oui, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir y aller à plusieurs reprises depuis. À plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Depuis ces 5 dernières années. Alors, ma femme est chinoise, ce qui aide effectivement beaucoup les choses. Ceci explique cela. Effectivement, aussi, en partie. Et c'est vrai que j'avais besoin de toute façon de ce contact avec la Chine, avec la civilisation, avec les paysages, avec la peinture chinoise évidemment dans les musées. Et c'est vrai que chaque voyage est pour moi un moment, je dirais, assez intense d'inspiration, où je fais beaucoup de carnets de croquis sur place pour capter, je dirais, des éléments qui intérieurement me stimulent et vont pouvoir être réinvestis par la suite dans mes tableaux. Alors, tout à l'heure, Madame Xiaoqing disait que le point commun entre la peinture occidentale et la peinture chinoise consiste à ce que les peintres chinois et occidentaux cherchent à exprimer le soi, c'est la notion de soi. Et pour vous, quels sont les points communs entre les deux peintures ? Alors, je partage totalement effectivement ce qu'a dit Xiaoqing sur ces éléments-là, et je crois que d'une certaine manière, ça va même au-delà de la peinture chinoise et de la peinture européenne. Hein, d'une certaine manière, cette expression personnelle intérieure, je crois que c'est ce qui anime tout peintre qui pratique cet art. Moi, j'ai effectivement plus décelé des manières de concevoir et d'aborder l'espace pictural dans des éléments différents que similaires, parce que c'est plus dans ces différences-là que moi je cherche à trouver une synthèse et une fusion que dans les éléments qui nous rapprochent. Alors, ce que nous évoquions en début d'interview, c'est effectivement cette appréhension de l'espace, où là on a deux conceptions qui sont véritablement opposées entre la peinture occidentale et la peinture chinoise, et ce rapport des éléments, de la composition, de la structuration et de ce qui anime, je dirais, les tableaux, ce sont deux approches tellement opposées que c'est ce qui m'intéresse, je dirais, le plus. Et c'est vrai, alors on peut toujours effectivement trouver des points communs, mais c'est finalement, en tout cas dans mon travail et mon approche artistique, pas tellement ça la question qui m'intéresse. C'est plus d'essayer de relier, de rapprocher et de faire dialoguer deux choses qui finalement, dans leur essence même et leur manière d'être, sont finalement assez éloignées culturellement. Alors, Xiaoqing, vous avez étudié la peinture occidentale, j'imagine, après avoir fait vos études à l'Académie centrale des beaux-arts de Chine. 那么我想您在中国的中央美院学习的时候，一定也学过西方画吧？很少，因为我是在中央美院的国画系，专门研究的是国画，就水墨画。它里边分了就是有工笔画和水墨画，但是我选择的就是水墨。Très peu, je dirais. Parce que à l'école centrale de Beaux-Arts, j'étais dans le département de peinture chinoise. Et au sein de ce département, il y a deux sections. Il y a la section de peinture méticuleuse et la peinture chinoise, comment dire, shui-mo. Peinture à l'encre. Oui. Bah, tous les deux sont à l'encre, mais il y en a une qui est très précise, avec des lignes très précises. Voilà. Et il y a l'autre qui est plus libre dans les... Quand vous êtes venu en France, est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier la peinture occidentale? 到了法国以后，你有学习西方画吗？我看您画的素描画的多好呀！我在中央美院是很少，但是呢有一堂每周有一堂课是属于审美课，历史就是艺术史课，老师有跟我们讲西方美术史。中国的美术史就是讲美术史的时候讲了西方美术史，讲那些画跟我讲了。然后我到了法国以后呢，我开始就是大量的跑博物馆，就是还有画廊每天去看，就是有机会就去看。我来了差不多7、8年，没有怎么画画，就是去看，因为我认为自己。在中国认为自己的画已经和传统已经拉开了很大的距离了，但是当我来到法国来的时候，
我看到法国的博物馆，看到那些大师们，就是莫奈啊，毕加索啊，还有就是米罗他们的一些作品，他们的风格是那么的迥异，那么色彩那么的鲜艳缤纷，给我的冲击力很大。就是再回过头来看我们的中国画，看我自己的画，自认为是与传统拉开了距离，其实布置实在是几乎是没有什么变化，就是太小，所以就是我就一直在想要怎么样变。我们传统的历史上的那些比如说八大山人啊，徐渭他们的是已经到了顶峰，水墨到了巅峰，我们怎么画都超不过他们。我们不能老是守在这个传统里，一定要变，把我学到我们中国传统的优秀的继承下来，然后吸收西方的就是抽象的元素，然后加上一点点色彩，也学习他们的西方的色彩非常的漂亮，所以我就想这些，就是。Donc en fait, à l'école centrale des Beaux-Arts, j'avais un cours par semaine sur de l'histoire de l'art. Donc c'était mes premiers contacts avec la peinture occidentale. Et quand je suis venu en France, j'ai passé 7 à 8 ans à rien peindre. Rien que aller me balader dans les musées. Et puis je m'occupais aussi de mes enfants, de mes 2 enfants. Et à ce moment-là, j'ai découvert Monet, Miro, etc. Avant de venir, je me disais que je suis déjà allé très loin par rapport aux maîtres de la peinture chinoise. Mais après avoir regardé leur travail, je me suis dit que je suis encore je suis avancé peut-être d'un seul pouce. Et il y a encore beaucoup de choses à faire pour apprendre de ce travail d'abstraction et de couleur par les grands maîtres modernes en Occident. 还有对不起，就是我也拿了一年多的时间来感受一下西方就是绘画西方艺术的那个色彩。我有临摹那些大师的画。Et j'ai aussi passé un an à copier les grands maîtres de la peinture occidentale pour en particulier le travail de couleur. 你画那些 acrylique en acrylique. Mais est-ce qu'il y a des maîtres occidentaux qui vous ont le plus marqué? 在西方的大师里面，有没有对你影响最大的？我就喜欢米罗的那种线条啊，他的几何的组合色彩，比如说梵高，我最喜欢梵高，对他的那种绘画的他的笔触非常的有生命力，还有他色彩对比非常的强烈，还有他。J'adore Miro pour ses lignes énergiques et la géométrie dans sa peinture, et aussi Van Gogh pour ses traits pleins de force et aussi les couleurs. Alors Hugo, vous avez eu l'occasion de visiter le musée chinois, j'imagine, et d'admirer quelques grands peintres chinois. Et s'il faut citer quelques noms, quels sont ceux que vous aimeriez citer ici? C'est vrai que dans les rencontres, je dirais physiques, avec ces œuvres des artistes chinois, beaucoup plus fortes que quand on les voit en reproduction dans des livres, j'ai été très fortement marqué par plusieurs artistes, et notamment des artistes issus de la dynastie Song. Je pense en tout premier lieu à Guoxi, ce grand maître de la peinture chinoise qui a évidemment marqué et profondément renouvelé à l'époque le langage du paysage. C'est effectivement l'artiste qui me marque et qui m'anime le plus encore aujourd'hui dans mon travail et dans les dernières peintures que j'ai notamment réalisées en hommage à certaines de ses œuvres. Et d'autres artistes comme Fan Quan ou Li Chen qui sont également de cette période-là et qui ont une approche du paysage qui est
à la fois empreinte d'un raffinement exceptionnel, avec une grande maîtrise technique, et en même temps une possibilité, je dirais, d'évasion et d'élévation à la fois picturale et spirituelle qui m'inspire énormément. Au final, vous ressemblez, il y a un point commun entre vous deux. Elle, vous qui êtes chinoise et vous français, c'est que vous aimez tous les deux peindre la nature et surtout le paysage, non? Oui, je crois qu'effectivement, on a, à notre manière, avec nos parcours personnels et notre culture, notre histoire, une approche qui est effectivement à la fois différente de ces questions-là, mais en même temps très similaire. Et je crois d'ailleurs que l'exposition actuellement en cours à la Galerie Francis Barlier montre bien ça, c'est-à-dire que nous avons deux approches avec des préoccupations communes, deux travaux dont les résultats sont bien évidemment esthétiquement très différents, mais qui témoignent de préoccupations, je dirais, picturales, mais également d'une certaine manière plus largement humaine et aussi philosophique, très proches. Et je crois que cette richesse-là qu'on partage dans nos travaux respectifs est intéressante en matière de comparaison. Oui, allez-y. Comme la commissaire de cette exposition, Wen Zhan a dit dans la préface du catalogue qu'elle souhaite établir un dialogue entre deux artistes, mais je pense que le dialogue il est très riche. Non seulement il y a les deux cultures, deux traditions de peinture, mais aussi deux âges, un très jeune Hugo et qui est toujours sur le chemin de recherche avec des exploits déjà palpables et avec une artiste qui est confirmée, qui a trouvé son chemin, qui cherche aujourd'hui surtout une reconnaissance par le marché de l'art occidental. Et il y a plein d'éléments. Aussi, chacun dans un sens inverse, la recherche de Hugo qui commence par la peinture occidentale, l'art occidental, et qui est allé très loin même vers la peinture chinoise jusqu'aux dynasties des Song. Ça remonte loin. Incroyable. Voilà, alors que... Elle, c'est le chemin inverse. Voilà, tout à fait inverse. Je dirais même que Hugo est plus chinois aujourd'hui que français. Oui, parce que quand il parle elle de vide est plus française que chinoise. Et de souffle, elle est toujours très chinoise, mais un peu occidentale aujourd'hui. Mais elle est aujourd'hui. loin aussi dans la recherche de la peinture occidentale, parce qu'elle a passé 8 ans à visiter les musées. Voilà. C'est une façon de s'imprégner de la peinture occidentale. Voilà, en fait, la frontière est effacée pour elle en quelque sorte. Ouais. Donc ce dialogue, il est vraiment... C'est très intéressant, hein, finalement, oui. Par deux voies différentes, même inverses, ils sont arrivés à peu près au même... Enfin, je veux dire, oui. Qui est la rencontre entre deux arts. Oui. Et après, je pense que la question, c'est surtout de trouver leur personnalité. Leur personnalité, leur propre voix, oui. 不仅使我到法国来觉得冲击很大，而且中央美院的老师，因为我也常常接触中央美院的老师，因为他们在艺术城嘛，8年3个月来一批老师，他们来考察学习，那些老师一样的，他们已经是在中国很有成就的了。但是到了法国来，也看到就是参观了博物馆，看到梵高、莫奈呀他们的画以后，他们都不知道怎么画了。有1、2年都不可以画画。Je ne suis pas la seule à être choquée par cette rencontre avec l'art occidental. Je vois régulièrement les grands maîtres de l'école centrale de Beaux-Arts qui, tous les 3 mois, viennent à la Cité internationale des arts, qui se trouve au cœur de Paris. À chaque fois, quand ils sont en face du travail de Van Gogh, de Monet, etc., et ils ne savaient plus, ils sont également bouleversés. 要想想看怎么样变了的，因为以前在中国，因为不开放嘛，要看到大师的真品不容易，在那个书上看的那个不一样，和真品完全不一样。当一看到就人完全懵了。Parce qu'en Chine, on n'a quand même toujours pas beaucoup d'originaux des grands maîtres. Quand on est en face d'une reproduction ou d'une photo et l'œuvre en soi,
ce n'est pas du tout pareil. Pas du Le tout choc pareil, est 所以要 phénoménal. 互相交流，也要经常看。 Donc il faut beaucoup Ouais. échanger et regarder. Et vous, vous avez été bouleversé lorsque vous êtes allé découvrir la peinture chinoise traditionnelle qui remonte à la dynastie des Song, par exemple. Évidemment, quand on est face à ces rouleaux qui, déjà de par leurs dimensions, sont juste assez incroyables et un peu inédits d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce sont des dimensions, je dirais, d'œuvres qu'on n'a absolument pas dans la conception occidentale des travaux. Et quand on est face à ce raffinement, cette subtilité sur quelques petits centimètres carrés, où on arrive à chaque centimètre carré à faire vivre l'espace de manière totalement autonome et avec une pleine force, oui, ça c'est, disons que ce sont des leçons de peinture qui sont absolument extraordinaires. Et quand vous parlez de cette façon de peindre sur un espace d'un centimètre, vous me faites penser à un art typiquement chinois qui s'appelle la sculpture sur des objets en miniature, quelque chose comme ça. C'est extraordinaire. Par exemple, des Chinois arrivent à sculpter, à écrire des mots sur un grain de riz, par exemple, ou alors sur un cheveu. Ce qui est effectivement formidable, oui, je crois. Et puis ça n'existe pas en Occident. Et c'est vrai que c'est une caractéristique, je pense aussi, de l'art chinois, c'est que finalement, chaque espace qu'il soit peint ou sculpté, est travaillé avec énormément de finesse, énormément de contraste, énormément de subtilité, et à la fois dans un élément très très petit, mais aussi dans l'œuvre globale, où finalement le tableau ou la sculpture entière respire justement de tout ce travail de subtilité et de finesse qui est donné à l'œuvre. Alors maintenant, une question à vous deux. On aimerait savoir où se trouvent ceux qui achètent vos tableaux en France comme en Chine. Vous ? Alors moi, effectivement, aujourd'hui, comme je suis, je dirais, assez jeune sur le marché de l'art, mes collectionneurs se situent principalement en France. J'ai quelques collectionneurs également en Europe, en Espagne notamment. Mais aujourd'hui, mon marché est beaucoup plus français et il est en train de s'ouvrir progressivement à l'international, notamment avec la Chine. Notamment avec la Chine. Tout à fait. Grâce à vos liens, on va dire, de parenté avec la Chine. Effectivement, voilà. Ouais. On est en train de construire des passerelles, je dirais, avec certains lieux en Chine pour effectivement pouvoir développer également là-bas mon travail. Qu'est-ce qui attire dans vos œuvres alors ? Alors ça, c'est une question difficile, il faudrait le demander aux spectateurs ou aux collectionneurs. Je pense, et c'est vrai que si je regarde les retours que l'on fait sur mon travail, c'est que ma peinture, je pense qu'elle permet à chacun de pouvoir rentrer par une porte et de lire l'œuvre de manière totalement différente selon son humeur, selon le moment de la journée, selon son inspiration. Et c'est une peinture qui, je crois, est vivante, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais la même dans ce qu'elle a à donner, puisque je travaille également aussi avec un grand souci du détail et de la finesse dans le rendu pictural. Et je crois que cela, c'est ce qui permet de donner une certaine force et donc au public de pouvoir intégrer le tableau par des voies différentes et de voyager, de se raconter des histoires sans cesse changeantes. Et ça, c'est véritablement également le but que je cherche à atteindre dans mon travail. Alors, Xiaoqi, 买我的 où se trouve votre marché en Chine, en France, qui achète vos tableaux, qui collectionne 在法国也有法国人买我的画的差不多多一些，但是我06年、07、08年的时候，在第8区和14区的画廊里买去的，我不知道什么，一定是法国人。 C'est un marché important en France, en particulier pendant les années 06, 2006, 2007, 2008. J'ai travaillé avec des galeries dans le 8e arrondissement et dans le 14e arrondissement. J'en ai pas mal vendu.
et la clientèle est plus français. 在法国的华人也有收藏我的画。 Et il y a pas mal de Chinois, pas mal de Français de la communauté chinoise de France qui ont collectionné mes œuvres. 对，去年我在北京的华侨历史博物馆参加了一个顾及联展，11个人的顾及联展，每个人10幅作品。有一个南京的收藏家，他很喜欢我的画，但是就看了以后没有当场买。结果我回到法国来，他也通过朋友说他喜欢我的，因为他在犹豫呀，选哪一幅，一直犹豫，最后他还是订了一幅大的。 Et puis l'année dernière, j'ai participé à une exposition collective de 11 artistes au musée des Chinois d'Outre-mer à Pékin. Il y avait un collectionneur de Nankin qui a, après des hésitations entre plusieurs œuvres, qui a acheté un grand tableau finalement. 对，还有法国人，说法国人不懂我们的中国画不一定，我的。 法国人买去我的那些就是差不多是4尺3开、4尺6开的，都是我最喜欢的画。On ne peut pas dire que les collectionneurs français ne comprennent pas ma peinture. En fait, les collectionneurs qui ont acheté de grands formats de mes peintures, tout ce qu'ils ont choisi était également mes favoris. Bravo, hein. Alors, vous avez tous les deux exposé à la galerie Francis Barlier, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous en êtes satisfait? Vous êtes satisfait des résultats obtenus, hein? Oui, 太感动很，也是太感动。Merci beaucoup les Monsieur Liu 还有文章，我很高兴能够跟雨果先生一起的，对，是很幸运能够一起展览，这是很幸运的事，互相学习。Oui, on est très content aussi de pouvoir les représenter et de participer à ce dialogue qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est très très riche. Le marché est très difficile en ce moment, mais on est quand même très fiers de présenter des artistes qui ont vraiment de l'avenir pour Hugo, qui a vraiment de la du contenu pour Madame Xiaoqing. Effectivement, je pense qu'avec Xiaoqing, on est très satisfait de cette belle exposition qui permet de mettre en valeur un nombre important de nos œuvres respectives. Et c'est vrai que ce dialogue qui a été initié, voulu par la commissaire Wen Zhan et soutenu par Monsieur Liu de la galerie Francis Barlier, est vraiment intéressant et assez rare également dans ce dialogue que l'on peut avoir entre une peinture à l'huile occidentale et une peinture chinoise à l'encre. Et je crois que cet échange artistique, intergénérationnel, interculturel est assez fort et très riche artistiquement.